au service de la digitalisation des ports et documents de transport maritime. Eh bien, la blockchain ou chaîne de blocs est cette technologie qui va peut-être permettre de réinventer Internet, donc le Web 3.0. Un web qu'on veut beaucoup plus décentralisé, qui devrait rétablir un certain équilibre et transformer, je l'espère, les règles du jeu pour éviter les abus de toutes sortes, donc commis par des intermédiaires, les géants du web, par exemple, qui détiennent actuellement des monopoles et abusent de ces monopoles dans le Web 2.0. Vous verrez donc apparaître dans les prochains mois, dans les prochaines années, donc des applications décentralisées dans toutes les sphères de l'économie. Et j'insiste, alors que la blockchain est trop souvent présentée, perçue comme un simple avatar de Bitcoin. Donc, des applications dans le domaine évidemment financier, des applications dans le domaine de l'industrie culturelle, de l'agroalimentaire, le monde municipal, l'énergie et évidemment des applications en matière de transport maritime, à l'exemple de la solution qui a été développée par le Port de Montréal, conjointement avec l'entreprise Marx, une société de logistique spécialisée dans le transport par conteneur, et le géant informatique IBM. Et toutes ces industries vont évidemment tirer profit des caractéristiques de la chaîne de blocs. Car là est la question, donc pourquoi s'intéresser à cette technologie? Pourquoi s'intéresser à la chaîne de blocs? Eh bien, tout d'abord, en raison de la désintermédiation. Donc, la chaîne de blocs s'appuie sur un réseau d'ordinateurs reliés entre eux par un protocole informatique sans recourir à aucune instance centrale pour son fonctionnement ou sa maintenance. Donc, les échanges avec la chaîne de blocs vont s'effectuer directement de personne à personne ou encore d'organisation à organisation. Ensuite, autre caractéristique, la sécurité. Donc, la sécurité assurée par la cryptographie, tout d'abord. Donc, la chaîne de blocs est protégée par les mathématiques, mais la sécurité aussi en raison de son caractère distribué, puisque l'intégralité de la chaîne de blocs est répliquée sur des centaines, des milliers d'ordinateurs potentiellement situés partout sur la planète. Nul n'a donc le pouvoir de modifier une information déjà enregistrée. Et si une copie de la chaîne de blocs est corrompue, cela aura peu d'impact sur le réseau global. Il s'avère donc extrêmement difficile de censurer cette technologie. Donc, c'est un avantage extrêmement important. Enfin, troisième caractéristique, la transparence. Donc, toutes les transactions sur une chaîne de blocs sont publiques et vérifiables, traçables, donc en s'appuyant sur la cryptographie asymétrique et les signatures numériques, donc il est possible de suivre pas à pas chaque transaction inscrite en ordre chronologique. Une fois emmagasinées, donc les données inscrites sur la chaîne ne peuvent évidemment être répudiées et les transactions s'effectuent en temps réel. Donc, en résumé, on pourrait dire que la chaîne de blocs constitue une formidable piste d'audit inaltérable. Donc, maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche, je l'espère, je le souhaite, je vais vous présenter nos deux conférenciers, nos deux illustres conférenciers qui auront chacun donc une vingtaine de minutes pour vous entretenir de droit, de blockchain, de chaîne de blocs et évidemment de transport maritime. Donc, tout d'abord, notre premier conférencier cet après-midi, Maître Cédric Dubuc. Maître Dubuc est associé gérant du cabinet Bruzo-Dubuc Avocat. Il est spécialiste du droit des affaires et des nouvelles technologies et sa présentation donc, est intitulée « La blockchain et le droit ». Quels usages, quels intérêts, évolution ou révolution pour le secteur maritime. Donc, Maître Dubuc sera suivi de M. Cyril Nkawila, qui est directeur d'exploitation chez Medlog Togo. Et sa présentation donc, sera intitulée « La digitalisation au port autonome de Lomé ». Donc, sans plus tarder, Maître Dubuc, à vous la parole. Écoutez, merci infiniment pour cette flatteuse présentation. Je ne peux que décevoir après un tel éloge, ou alors me donner beaucoup de mal, donc ça va être mon propos. Écoutez, je suis très honoré à nouveau d'intervenir avec vous à l'invitation de mon ami Sifou.
que j'apprécie infiniment. Et je sais les travaux d'envergure que réalise l'association de juristes togolais, le dynamisme scientifique qui anime cette association. Et je le dis parce que ce n'est pas toujours le cas dans les associations, quelles qu'elles soient, professionnelles, mais il y a une rigueur et je dirais une orthodoxie juridique et une capacité à stimuler l'apprentissage qui honore cette association. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous et surtout, voilà, j'ai un amour indéfectible pour l'Afrique en plus. Donc, voilà, tout cela me ravit. Alors, je me présente donc en quelques mots sans en faire trop. Donc, nous, on accompagne je veux dire, une partie de l'écosystème français dans le secteur de la blockchain. Plusieurs typologies. Alors, c'est un département presque autonome du cabinet. On a commencé avec naturellement entre guillemets, à entreapercevoir la blockchain à travers des problèmes. Alors, excusez-moi, il y a quelqu'un qui bip. Je ne sais pas si c'est pas moi, mais je sais qu'il y a un petit bruit qui. Je ne sais pas si les gens peuvent couper le micro parce que c'est probablement un petit peu dérangeant pour les auditeurs, sans doute. Donc, je disais que voilà, on a commencé à entreapercevoir la blockchain pour la question fiscale qui s'opposaient pour les détenteurs de cryptoactifs. Détenteurs de cryptoactifs qui, évidemment, avec la spéculation du Bitcoin notamment, avaient des problématiques fiscales, notamment de conversion des cryptoactifs. Et on a une partie des clients qui avaient ces sujets-là, qui avaient parfois plusieurs millions ou dizaines de millions d'euros en cryptoactifs et qu'il fallait convertir. Il fallait s'assurer que finalement les fonds n'étaient pas d'origine douteuse. Et puis, à travers cette connaissance de ce monde, de cet écosystème, on a commencé à travailler avec des établissements financiers qui voulaient comprendre, qui voulaient tracer, qui voulaient utiliser la blockchain pour du trading, pour créer des produits financiers ou des entreprises qui voulaient se financer par l'émission de jetons. Parce qu'il y a effectivement une tentation grave des entreprises de vouloir se financer autrement que par la dette et autrement que par la prise de participation au capital. Et on a vu finalement un phénomène émerger, celui des ICO, Initial Coin Offering, qui après petit à petit s'est transformé en STO, qui était assimilé à des produits financiers. Et aujourd'hui, de plus en plus, on s'aperçoit que la blockchain est une technologie qui permet de faire circuler les titres. On encapsule finalement les titres par social ou action et on permet finalement de les proposer au public, ce qui est susceptible de poser des problématiques en termes de régulation. J'ai eu le plaisir d'ailleurs de rédiger une proposition de loi pour le gouvernement de Monaco sur la circulation des titres grâce à la blockchain. Et en fait, plusieurs États, notamment la France d'ailleurs, sont assez à la pointe. Et je sais que l'Afrique également n'est pas en retard, loin de là, sur ce sujet quelque part un peu vertigineux. Vertigineux parce que d'abord, la question première, c'est finalement pourquoi les juristes doivent s'intéresser à la blockchain. C'est une technologie qui, effectivement, avec l'intelligence artificielle, je pense, va bouleverser significativement le monde. Je n'ai pas peur de le dire. C'est des propos qui sont relativement qui relèvent d'une certaine banalité, mais c'est certain qu'en augmentant la sécurité et l'authenticité lors des transferts de données, eh ben, ces systèmes décentralisés, finalement, de chaînes de blocs, permet en réalité d'écarter les tiers de confiance inutiles et d'automatiser finalement des relations qui jusqu'alors avaient besoin d'un interprète. La blockchain, d'abord, c'est quoi? Avant de parler de faits blockchain, finalement, qui pourraient s'agiter autour de berceaux et qui seraient susceptibles de tout résoudre, la blockchain, c'est très simplement la possibilité de transférer un jeton d'un point A à un point B avec finalement une sécurité, une transparence, et c'est cette transaction, finalement, peut s'assimiler dans le transfert d'actifs si on considère que le jeton est un actif ou qu'il encapsule finalement un actif. Et il y a un caractère immuable de la transaction et finalement une indépendance par rapport à des tiers de confiance qui n'ont pas besoin finalement de vérifier que cette transaction a bien eu lieu, puisque c'est le rôle des mineurs ou des nœuds, selon qu'on soit sur une blockchain privée ou une blockchain publique, qui s'assure finalement de la parfaite transaction. Alors, c'est vrai que d'abord, philosophiquement, on a une question assez intéressante sur la soumission. Finalement, deux observations liminaires sur la blockchain qui pourrait se soumettre au droit et la blockchain qui pourrait être le droit.
réflexion peut-être qui peut nous venir, puisque finalement, c'est une technologie qui est rétive finalement à l'appropriation par le droit, rétive à l'appropriation par les juristes. Alors, on a effectivement le premier sujet, c'est que la blockchain, pour moi, ne se soumettra pas au droit. Je le déduis finalement, c'est un grand débat. On a les prémices d'une tendance qu'on observe depuis 2013, où l'Allemagne finalement a assimilé le statut du Bitcoin à une monnaie, avec une particularité quand même fiscale qui l'assimile à un revenu du capital mobilier. On a une tendance qui est visible aussi en France, qui était relativement précurseur aussi, avec une ordonnance du 28 avril 2016 qui confère à la blockchain une assise légale en droit, notamment avec la circulation des titres et des mini-bons. Je pense que dont vous avez dû entendre parler. Et vous avez également l'État d'Arizona qui a reconnu en avril 2017 la validité juridique des smart contracts, toujours aux États-Unis. On a le gouvernement de Malte qui effectivement a développé une stratégie assez efficace. Mais finalement, on s'aperçoit que la prise de contrôle de la blockchain par le droit est assez longue. On s'aperçoit qu'elle est assez insatisfaisante du point de vue de la régulation. On s'aperçoit également que plus il y a de régulation, plus les projets fuient finalement les pays qui veulent trop réguler. Et c'est un avenir finalement assez incertain où deux hypothèses peuvent émerger, celle d'une acceptation par l'écosystème de la nécessité d'un régime juridique de responsabilité et de transparence. C'est l'hypothèse finalement des blockchains qui se juridicierait finalement de l'intérieur et se plierait aux exigences d'un vieux droit. Bon, c'est vrai qu'on a quelques dossiers, mais qui sont quand même excessivement rares. À mon sens, à mon avis, à part pour les ICO, où ces levées de fonds de façon qui sont un peu vertigineuses, je ne pense pas, moi, que le système va s'auto-réguler ou que la blockchain va être appréhendée par le droit. Je pense en revanche que on va de plus en plus avoir une blockchain qui va se nationaliser sans doute, où les tiers de confiance petit à petit vont s'approprier la technologie et vont devenir finalement, donc les tiers de confiance vont utiliser une technologie qui elle-même porte en elle finalement des promesses de confiance assez fondamentales. Et ce qui revient à ma deuxième observation un peu liminaire sur la blockchain qui pourra être, à mon avis, le droit demain, un lieu finalement où la communauté de blockchain est aujourd'hui finalement un lieu presque de politique au sens grec du terme. Il y a une apparence technique, mais il y a un processus éminemment politique qui est l'objectivisation de valeur. On peut objectiviser de la valeur et on peut la transférer de A à Z, finalement, sans avoir un organisme qui permet de s'en assurer. Et donc, finalement, l'autorité qui est le gage de confiance, finalement, fait la loi. Et c'est une citation de Hobbes qui dit « l'autorité fait la loi et non la vérité ». J'aime beaucoup parce que je pense que au niveau de la blockchain, on a besoin de confiance. Le gouvernement, enfin, je veux dire, le continent africain en a besoin, mais comme d'autres continents. Mais il est certain qu'il y a finalement des problèmes que résout la blockchain qui, je dirais, sont excessivement pertinents sur les problématiques que peuvent rencontrer certains pays africains également, tout comme les pays français. C'est un phénomène global, c'est un phénomène généralisé, c'est un phénomène qui d'ailleurs est assez nouveau et technique. Et c'est vrai qu'on a véritablement énormément de cas d'usage. Et c'est finalement, c'est de ça dont on va s'entretenir aujourd'hui pendant encore quelques minutes. Alors, les cas d'usage. D'abord une question, je dirais, préliminaire. Est-ce que finalement la blockchain va signer la fin des tiers de confiance? C'est vrai qu'à partir du moment où la blockchain permet d'horodater un événement, on va se dire mais pourquoi, à quoi servent les huissiers potentiellement, puisqu'ils ont peu ou prou le même intérêt. Alors, moi, je ne crois pas du tout que la blockchain va effacer les huissiers. Je pense parce qu'il va toujours falloir s'assurer qu'un tiers de confiance, un officier ministériel a bien pris le cliché tel jour, telle heure, qu'il se trouvait à tel endroit et que c'est bien tel huissier qui a pris ce cliché-là. En revanche, l'horodatage de l'événement va pouvoir être simplifié. Donc, on va assister à une simplification, à mon avis, de la profession d'huissier. Idem pour la profession de notaire. Finalement, je dirais le fait de déposer finalement un certain nombre d'actes et de les enregistrer aux minutes
finalement dans les minutes d'une office notarielle, c'est évidemment un rôle que peut faire la blockchain de façon claire et nette. En revanche, il est tout à fait évident que le conseil que va faire le notaire en sa qualité d'officier ministériel restera et d'ailleurs sera accru puisque finalement le formalisme du dépôt des actes risque, et d'ailleurs on le voit en France puisque les notaires se sont dotés d'une blockchain, les notaires, on va finalement s'apercevoir que ces tiers de confiance vont renforcer finalement la confiance qu'on leur prête grâce à cette technologie. Je dis au passage que le droit de propriété, notamment grâce je dirais, au cadastre, va pouvoir également être fusionné avec la blockchain. On va pouvoir créer des jetons non fongibles qui seraient, ça c'est la caractéristique technique finalement des parcelles qui vont pouvoir du coup s'échanger de pair à pair avec la validation d'un organisme central qui pourrait être un notaire ou pourrait être l'autorité régulatrice du pays pour finalement éviter les doublons en droit de propriété. Et on sait que ça fait partie des problèmes qui se posent dans certains pays du continent africain. Avec Acuité, on travaille sur ces sujets-là également au sein du cabinet. Donc ça, première observation sur est-ce que la blockchain va signer la fin des tiers de confiance. Je pense qu'on peut véritablement répondre par la négative à cette question. Je pense que les tiers de confiance, en revanche, et les juristes vont devoir s'approprier cette technologie puisque c'est une technologie qui a énormément de facettes. Et ce sont précisément ces facettes qu'on va essayer d'entreapercevoir. D'abord, la facette probatoire. C'est sûr que les juristes sont confrontés quand même relativement significativement à la question de la preuve. Est-ce que finalement demain on va redater des devis, des factures, des événements dans la blockchain et quelle va être la valeur de cette preuve cryptographique? Bon, alors aujourd'hui en France, on a une définition de la blockchain du ministre de la Justice qui dit que la blockchain est une technologie de création et de gestion de bases de données sécurisées, décentralisée et réputée infalsifiable. Et donc, c'est une des déclinaisons, ce qu'on appelle le dispositif électronique d'enregistrement partagé, le fameux DIP, puisqu'on le sait que la blockchain combine 3 technologies, la cryptologie, la base de données et évidemment le pair à pair. En France, je pense que c'est quand même assez intéressant. On a trois dispositifs, mais qui n'intègrent pas encore la preuve. D'abord, un dispositif qui permet, je l'ai dit en 2016, de faire circuler les bons de caisse sur les registres. Et c'est quand même assez intéressant. On a une ordonnance du 8 décembre 2017 sur les dispositifs d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission des titres financiers. Et on a également l'ordonnance, le décret du 24 décembre 2018 sur l'émission également des mini-bons et la loi Pacte qui permet de créer un véritable visa pour ceux qui veulent finalement organiser la levée de fonds à travers l'ICO. J'ai envie de vous parler d'un sujet qui me paraît assez crucial et qui est le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est comment la blockchain va révolutionner le droit des sociétés. Je sais qu'évidemment, quand je parle de droit des sociétés, je parle finalement de tout le droit. On voit apparaître en fait de plus en plus des États, ou des institutions ou des organismes paranationaux qui sont en train de comprendre que l'on peut encapsuler finalement des actions ou des parts sociales dans des jetons numériques et le fait de les encapsuler, ça a énormément de conséquences. Parce qu'en réalité, on va pouvoir créer des plateformes de négociation des titres pour les entreprises non cotées qui vont, pour certaines, pouvoir être exposées au public pour aller rechercher des fonds, rechercher de l'investissement. Et ça, c'est tout à fait nouveau parce qu'aujourd'hui, la rencontre entre les investisseurs et les entreprises est difficile. La recherche de fonds est un parcours du combattant et qu'à partir du moment où on a une sécurité et une forme d'ergonomie pour accéder au capital des entreprises, on va pouvoir, à mon avis, faire en sorte que cette mise en relation soit facilitée d'abord, mais faire également en sorte que le chaînage des opérations entre le moment où il y a un accord de volonté et le moment où il y a des formalités qui soient faites va être en fait facilité. Et la blockchain va permettre d'avoir une véritable certitude que les titres sont bien détenus par le propriétaire qui va pouvoir interagir
avec les dirigeants de l'entreprise. Et ces titres-là vont être, à mon avis, beaucoup plus liquides, puisqu'ils vont pouvoir être eux-mêmes revendus à terme sur ces plateformes qui vont émerger dans les années à venir. C'est une relative certitude que j'ai, ne fût-ce que parce qu'on est sollicité pour travailler sur ces projets-là, en France et à l'étranger. On sait que ça va émerger, on sait que ça va bouleverser, je dirais, les institutions, que demain, voir un Euronext des TPE-PME qui va émerger en France, en Afrique, dans le monde, en Europe. Ça peut être une place africaine, ça peut être une place européenne, ça peut être une place togolaise, peu importe. Ça peut effectivement, je dirais, asseoir la crédibilité d'un pays, augmenter son classement en doing business, faire en sorte que la rencontre soit facilitée, augmenter les fonds propres des entreprises, présenter les meilleures entreprises sous leur meilleur jour finalement et les sélectionner en amont pour justement profiter des fonds d'investissement qui sont situés partout dans le monde pour pouvoir investir dans ce pays-là en particulier. Je pense que ça va, à mon avis, sur le plan macroéconomique, véritablement bouleverser les choses. Et ça va, à mon avis, être un outil qui va, je dirais, se présenter comme un outil au service du droit des actionnaires. Parce qu'aujourd'hui, les actionnaires ne font que voter finalement en Assemblée générale. Pourquoi? Parce que finalement, ils sont associés, et on le sait dans la SAS, parce qu'il y a un registre de mouvement de titres qui parfois d'ailleurs n'est pas tenu. Et ils sont convoqués une fois par an à l'Assemblée générale et ils n'ont pas la possibilité ou ils ne font pas le nécessaire pour poser de véritables questions sur la gouvernance des entreprises. À partir du moment où on va finalement faciliter les échanges et on va finalement permettre un lieu finalement d'échange qui va être facilité grâce à Internet, grâce à la visioconférence, grâce à la notification, on va finalement faire fusionner le droit des sociétés avec, je dirais, la technologie pour rendre finalement les échanges beaucoup plus efficaces, beaucoup plus sereins, beaucoup plus agréables. Et je crois beaucoup à cela. Je pense qu'aujourd'hui, les petits actionnaires n'ont que le droit de se taire en général, n'osent pas prendre la parole la plupart du temps en assemblée générale ou n'ont pas le temps ou ne sont pas invités à le prendre. Et qu'en réalité, il faut stimuler, à mon avis, l'échange au sein des sociétés. L'échange peut se faire par mail, bien entendu, mais le vote, en revanche, peut se faire, peut être facilité grâce à la blockchain qui permet finalement d'ancrer des décisions qui peuvent être prises de façon informatique avec une signature électronique aujourd'hui qui est reconnue dans à peu près tous les pays du monde. Et cette signature électronique, elle permet évidemment, avec la visioconférence, de pouvoir finalement profiter de la mondialisation. Je pense que c'est quand même excessivement important. Dissoudre la notion de lieu tout en permettant de créer de la valeur à un endroit déterminé. Et finalement rendre beaucoup plus ergonomiques les relations parce que vous n'avez pas à envoyer un RRR au Togo ou à faire signifier un PV d'AG à Kinshasa ou à finalement déployer des frais excessivement importants pour formaliser des demandes, pour formaliser. Et je pense que tout cela, la blockchain va apporter des solutions fortes pour savoir à qui appartiennent les titres, comment je peux céder ces titres-là, à qui je peux les céder, par quels moyens, grâce à quel outil, comment je peux être informé chaque année que les comptes ont bien été déposés, quels sont les moyens mis à ma disposition pour poser des questions, comment je peux finalement très facilement acquérir des titres dans une autre entreprise, comment je peux voir verser mes dividendes chaque année sans faire le parcours du combattant, comment je peux, moi, en France, investir dans une société au Togo investir dans une société en France. Enfin, aujourd'hui, toutes ces questions-là, finalement, peuvent trouver des réponses grâce à, finalement, la désintermédiation, mais surtout la capacité à certaines institutions à capter, finalement, le potentiel de valeur de la blockchain. Et je pense que ça va être excessivement stimulant de voir que le droit va être revigoré par justement la possibilité de mettre en relation les investisseurs et les actionnaires. Je pense que ça, à mon avis, c'est une des clés de compréhension de la blockchain, qui n'a pas que cela. On peut effectivement parler, par exemple, des contrats d'assurance, de l'automatisation de certains processus, où finalement, on va désigner un oracle qui va pouvoir, par exemple, permettre aux entreprises qui connaissent des sécheresses d'être indemnisées automatiquement, par exemple. Mais je pense que ça, c'est des problèmes que résout un peu à la marge de la blockchain. En tout cas, les assurances ont déjà, finalement, utilisent déjà la blockchain ou déjà des contrats qui sont automatisés.
Je pense qu'en revanche, en termes d'investissement, aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin d'investissement, les meilleurs d'entre elles en tout cas. Les investisseurs ont besoin, on le voit avec le Covid, d'identifier les cibles les plus pertinentes. Et je crois que ce problème-là, qui est un problème majeur, de savoir où est la valeur et où sont les fonds, la blockchain va résoudre, je crois, en une grande partie à travers la circulation des titres financiers grâce à l'émergence de plateformes. Voilà, alors mon cher Issifou, je vais peut-être, Madame le Président, je vais peut-être vous laisser reprendre la parole parce que je suis scrupuleux par rapport à mon temps de parole. On m'avait dit 20 minutes, donc je Merci n'ai beaucoup. pas envie de déborder, mais je suis à disposition de tous pour échanger sur ce sujet qui me passionne. Voilà. Merci beaucoup, Maître Dubuc. Très intéressant, on aura l'occasion d'échanger. Maintenant, je vais donner la parole à M. Nkaoula. Donc, à vous. Votre micro, M. Nkaoula, s'il vous plaît. Merci, professeur. Désolé. Et merci à Maître Cédric Dubuc. Il craignait de décevoir, il ne l'a pas fait. Ben, je vais veiller, moi, à décevoir. Merci Alors, la tâche qui me revient consiste à parler de la digitalisation au port autonome de Lomé. Permettez que je vous présente d'abord le port autonome de Lomé en quelques chiffres. Avec votre permission, je vais partager mon écran. Monsieur Issifou, est-ce qu'on peut me permettre de participer à l'écran, s'il vous plaît? Oui, oui, je vais admettre la possibilité de partage de l'écran. 2 petites secondes. Alors, Cyril. Juste une petite minute. D'accord. Partager ton écran. Alors, on va partager l'écran. Bon. Cyril, pourras-tu me le renvoyer par mail, s'il te plaît, en attendant que je puisse. Ok, c'est pas grave, on peut y Voilà, aller. Je crois que, s'il vous plaît, je crois que si c'est difficile, mettez-le en host. Mettez-le en host et il peut partager l'écran parce que c'est des paramétrages qu'il fallait faire en amont avant de pouvoir faire ça. Donc, mets-le en host. Et puis après, quand il finit, il vous renvoie le host. D'accord. Arrête. On peut y aller, hein? Ok. Président, c'est bon? Oui. Voilà, nous sommes chargés de parler de la digitalisation au port autonome de Lomé. Et par port autonome de Lomé, il faudra entendre pas l'entité juridique, personne morale port autonome de Lomé, mais toute la plateforme portuaire de Lomé. Et je vais d'abord présenter le port de Lomé. C'est un port relativement vieux comparativement à certains ports de la côte ouest africaine ou de l'Afrique subsaharienne. C'est un port qui date des années des indépendances du Togo, des années 1967. Il a été inauguré officiellement le 26 avril 1968. Et la date du 1er mai 1968 est tenue comme date de démarrage officiel de l'exploitation du port. Mais en réalité, c'est depuis le 21 janvier 1967 que le port a été mis en service. Et ce port dispose d'une superficie de 900 hectares. C'est possible de partager ton écran maintenant. OK. Un instant.
Très bien. C'est bon? Oui, ça commence par fonctionner. D'accord. Il faudrait cliquer sur votre PowerPoint, monsieur. Parce que là, on voit votre écran. OK. Allô, Cyril, tu es parmi nous? Oui. Oui, il C'est faudra. bon, On voit tout ton écran. Il faudra juste cliquer sur le document partagé. OK, Voilà, super, c'est voilà. bon maintenant. Il reste à cliquer sur le mode diaporama. Cyril, trouve le mode diaporama. Trouve le mode diaporama au bas de ton écran. Là où tu as le pourcentage, clique sur le diaporama là-bas. Oui. Encore, voilà. Encore. Et OK, voilà, clique dessus. OK. Très bien. OK. C'est bon maintenant? Oui. OK. Désolé, hein, on va reprendre. Donc, j'étais en train de dire que le port de Lomé est un port à tirant d'eau élevé, environ 17 mètres. Et c'est le seul port de la côte ouest africaine qui permet d'atteindre plusieurs capitales en même temps. Donc, à l'est, on peut atteindre en une journée la capitale béninoise, la capitale nigérienne et même la capitale nigériane. Et à l'ouest, c'est possible de toucher Accra et Abidjan en une journée. Et au nord, on peut toucher le Burkina Faso, ou même Bobo-Dioulasso, qui n'est pas la capitale du Burkina. Voilà un peu présenter le port autonome de Lomé. Alors, pour parler de sa digitalisation, je dirais qu'elle a connu deux formes. La première, c'est ce que je vais appeler simplement son informatisation. Et la deuxième, la dématérialisation des services aux prestataires. L'informatisation du port autonome de Lomé a consisté simplement à la constitution de parcs informatiques, essentiellement. Et la constitution de parcs informatiques a permis pour les utilisateurs d'acquérir des logiciels parfois à grands frais et des plateformes d'exploitation. Cette informatisation a été faite en 3 étapes. La première, qui a commencé à la fin des années 90 et au début des années 2000, si vous voyez, correspond à peu près à la fin, au début de la fin de la période de la fameuse disquette 3 pouces et demi. Et au lendemain, à la veille et au lendemain de la peur du bug de l'an 2000, n'a pas eu lieu. Donc, cette première phase a eu comme acteurs principaux les consignataires et les agents maritimes. Ceci s'explique par le fait qu'à l'époque, la plupart des armateurs, à l'exception de Maersk, étaient en sous-consignation. Donc, ils n'avaient pas d'agence propre, donc ils se faisaient représenter par quelques agences maritimes, quelques consignataires à l'époque, et avec tout ce que ça emportait comme désavantages
d'un point de vue vente de la marque, image, avantages économiques, ainsi de suite. Et donc, les armateurs ont entrepris de s'installer en propre et ça a eu comme conséquence de faire doter les nouvelles structures, les nouvelles agences, les nouvelles personnes morales qu'ils avaient constituées d'ordinateurs modernes à l'époque, à leur époque, et des systèmes d'exploitation que ces armateurs-là utilisaient. Et deuxièmement, au milieu des années 2000, la douane togolaise a entrepris d'adopter le système douanier automatisé appelé Sidonia Plus. Son ancêtre, c'est le nom de son ancêtre Asikuda. Bien que la douane togolaise fût partie du projet Sidonia depuis le début des années 90, mais la crise sociopolitique des années 90, certainement, n'a pas permis au Togo d'aller de l'avant. Entre-temps, et c'est seulement au milieu des années 2000 que la douane a entrepris de se doter de ce système-là. En quoi il consistait concrètement? C'était un système informatique qu'on installait chez les utilisateurs, et dans lequel ils devaient saisir les données des cargaisons que les navires transportaient, et jusqu'à un moment où ils verrouillaient, donnant le total contrôle à la douane, et dans lequel les déclarants en douane, les commissionnaires en douane agréés devaient entrer pour lever leur déclaration. Et donc, à l'époque, c'était un système purement essentiellement utilisé par les consignataires, les agents maritimes et les déclarants en douane. Donc, les autres utilisateurs de la plateforme portuaire, et je veux parler du port lui-même, le port, donc j'entends la capitainerie, les autres services, les conseils de chargeurs, les différentes administrations, n'utilisaient pas à vraiment parler ce système. Et la deuxième étape, elle a consisté en l'informatisation du reste, disons, des utilisateurs de la plateforme portuaire. Et ceci a été fait peut-être à pas forcé, hein? Ce n'est pas parce que les gens voulaient s'informatiser. Certes, la marche du monde, le besoin d'informatisation aurait dû conduire les gens à le faire, mais ici, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident. Mais c'est parce qu'en fait, il était annoncé le projet de migration du Sidonia plus que la douane avait adopté entre-temps au milieu des années 2000 vers sa version web, le Sidonia Plus, que les autres acteurs ont entrepris d'informatiser leurs services. Par autres acteurs, nous entendons les manutentionnaires, les autres déclarants, commissionnaires en douane, les conseils des chargeurs, les transporteurs, la chambre de commerce et le port lui-même. Et ceci a été davantage facilité parce qu'il était entre-temps annoncé par le gouvernement togolais la mise en place prochaine d'un guichet unique du commerce extérieur. Et cette mise en place a été effective en 2015. Et là, il y a eu la création de postes juxtaposés aux frontières et l'interconnexion de ces systèmes-là et l'adoption d'un code de douane communautaire. Mais jusque-là, comment est-ce que les choses se passaient concrètement? Il y avait un système douanier essentiellement, et entre-temps, le port qui s'est informatisé, un système où les armateurs et tous les intervenants intéressés pouvaient participer au placement. Et donc, chacun accédait à ce système-là pour réaliser sa part d'opération. Et la douane avait le contrôle pour ce qui concerne le système douanier, et le port, le contrôle pour ce qui concerne le système portuaire. Les acteurs de la plateforme portuaire, à proprement parler, n'étaient pas dans un système intégré où chacun pouvait effectuer ses opérations de manière sécurisée.
Et la troisième étape que nous avions annoncée, avec la mise en place du guichet unique, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont poussé à aller plus loin que la simple informatisation. Déjà au début à l'orée de l'année 2020, on a observé chez les consignataires davantage d'efforts pour aller vers la dématérialisation. Et au niveau des douanes, la pression de l'OMC, de la CNUSED et autres, et le besoin de mieux figurer dans le classement Doing Business. Entre-temps, si nous parlons du Togo, l'État a adopté un plan national de développement en inscrivant les réformes informatiques et la dématérialisation parmi les axes prioritaires. Et le gouvernement, l'actuel gouvernement, a fait de la digitalisation des institutions, pas uniquement du port, mais des institutions, une ambition stratégique. Et ce qui a donné un véritable coup de pouce au milieu de toutes ces bonnes intentions, ça a été l'obligation de riposte contre la COVID. Et là, il a fallu trouver des solutions. Et donc, on a abouti à une véritable démarche de dématérialisation. Et cette dématérialisation, de notre point de vue, n'est pas ce qu'elle aurait dû être parce qu'elle se limite à ce jour en vérité à la suppression de la file d'attente au guichet des différents prestataires, des différents utilisateurs de la plateforme portuaire. Et le service lui-même, le service rendu aux prestataires n'est pas totalement dématérialisé. Parce qu'en réalité, la plupart des utilisateurs aujourd'hui, même du port autonome de Lomé, qui il y a de cela 2-3 semaines annonçait que désormais tous ces services étaient digitalisés, procède pas quelque chose qui peut surprendre, je vais le dire, procède simplement par réception de documents numériques, de documents scannés. Et donc, derrière, il y a des gens qui procèdent à un traitement manuel, au pire, et au mieux, à un traitement plus ou moins automatisé dans les plateformes d'utilisation du port. Donc, concrètement, vous voulez aujourd'hui une facture du port. Vous n'entrez pas sur une plateforme d'exploitation, sur la plateforme d'exploitation du port pour générer votre facture. Même si c'est vrai avec l'un des manutentionnaires, Togo Terminal, ce n'est pas encore vrai pour le port lui-même, ni pour l'autre manutentionnaire LCT. Vous envoyez des documents et c'est derrière quelqu'un qui vous génère la facture. On appelle ça dématérialisation. Voilà pourquoi je dis que c'est simplement une suppression de la file d'attente. Et par rapport aux autres administrations, à la douane, certes, aujourd'hui, le guichet unique qui a été mis en place entre-temps sert à recevoir de la part du consignataire toutes ces déclarations, toutes ces données de manifeste, et les déclarants en douane utiliseront cette plateforme pour lever leurs déclarations, les transporteurs pour enregistrer et obtenir leur bon de chargement, le manutentionnaire pour faire ses vues à quai, la douane pour faire les constats d'enlèvement, ainsi de suite. Il y a cet outil-là, le guichet unique, qui permet, qui draine tous les acteurs, plus ou moins. Mais quel contrôle est fait derrière? Ce système est-il sécurisé? Quelle garantie tel acteur, consignataire ou manutentionnaire ou déclarant, a que les données qu'il a logées dans le système du guichet unique sont sécurisées, ne seront pas corrompues entre-temps? Il n'y a aucune certitude. Il n'y a aucune certitude. Voilà ce qu'on peut dire brièvement de la digitalisation au port autonome de Lomé. J'espère n'avoir pas été très long et désolé encore pour les soucis techniques au début. Je vais rendre la parole
Au professeur Charlène Bouchard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Nkawula. Merci à nos deux conférenciers. Peut-être quelques mots avant de redonner la parole à l'association, aux représentants de l'association et de prendre vos questions. Que retenir des propos de nos deux conférenciers? Bien, certainement plusieurs choses. Tout d'abord, dans la première partie, la présentation là, de Maître Dubuc. Maître Dubuc a fait une présentation donc, en deux parties. Dans un premier temps, il s'est interrogé sur la... il s'est demandé, je dirais plutôt de façon générale, pourquoi les juristes doivent s'intéresser aujourd'hui à la blockchain. Il s'est interrogé sur la régulation, la prise en charge par le droit. Donc, Maître Dubuc arrive à la conclusion, en ce qui a trait au tiers de confiance, qu'il s'agirait plutôt, en fait, l'impact de la chaîne de blocs serait plutôt d'une réintermédiation plutôt qu'une véritable désintermédiation, puisque lorsqu'on parle de chaîne de blocs, j'en ai glissé quelques mots là, dans mon introduction. On parle de façon générale de disparition des intermédiaires à valeur non ajoutée. Ça, c'est important parce que de façon générale, on parle de la disparition des intermédiaires, mais vraiment des intermédiaires à valeur non ajoutée. Je suis assez d'accord avec lui, donner l'exemple des notaires, des huissiers, et puis on pourra en donner plusieurs autres. Là où, je dirais, l'essence des propos de Maître Dubuc, comment la blockchain va révolutionner le droit des sociétés. Je pense que c'est ici où l'élément est clé. Donc, selon les propos de notre premier conférencier, la chaîne de blocs va transformer le droit de l'entreprise, le droit des sociétés, principalement des PME, puisque la chaîne de blocs va faciliter donc les relations entre les PME et l'investisseur, donc et les investisseurs. Donc, en ce sens, je pense que c'est un apport indéniable donc, de la chaîne de blocs au droit des sociétés. Notre deuxième intervenant, M. Nkawula, nous a parlé, lui, de la digitalisation donc, du port de Lomé. Donc, digitalisation qui a pris deux formes. Donc, dans un premier temps, évidemment, la phase préliminaire d'informatisation nécessaire, fondamentale, et l'ouverture vers la dématérialisation qui sera la clé évidemment, pour la chaîne de blocs. Parce qu'avant de décentraliser, lorsqu'on parle de chaîne de blocs, il faut évidemment dématérialiser. Donc, cette dématérialisation qui va permettre l'arrivée de la chaîne de blocs va favoriser, évidemment, le développement d'un commerce international en Afrique beaucoup plus efficace, mieux sécurisé. La chaîne de blocs permettra aussi le transport de marchandises dans l'ère numérique par l'utilisation, comme le soulignait là, notre intervenant, d'interfaces plus sécurisées. La chaîne de blocs va permettre aussi aux ports qui vont miser sur cette technologie, donc d'améliorer le niveau de précision, je dirais, des différentes opérations et du trafic. Donc, de façon générale, si on veut résumer, des gains d'efficience. Certainement là, pour le port de Lomé. Donc, je vais donner la parole à M. Agban, qui aura peut-être quelques mots à nous mentionner, parce que moi aussi, pour moi, le temps, c'est quelque chose de très important, et puis tu pourras prendre les questions de notre panel. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame la professeure Charlène Bouchard. Merci, M. Cédric Dubuc et merci, M. Stephen Nkawula pour cette très belle présentation couplée d'une excellente modération. Je vais vous dire qu'on va commencer donc la série des questions-réponses pour une quarantaine de minutes. Vous pouvez directement ouvrir vos micros et poser les questions ou encore mettre vos questions dans le chat. Je me permettrai de les redistribuer aux deux panélistes et bien évidemment à Madame la professeure Charlène Bouchard qui est aussi disposée à
répondre à vos questions. Mais en attendant, permettez-moi de rappeler que Madame la professeure Charlène Bouchard est titulaire de la chaire de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne des blocs à l'Université Laval au Québec. Et la dite chaire a lancé une campagne de bourse de candidature d'admission pour une maîtrise en lien donc avec toute cette thématique des contrats intelligents et la chaîne des blocs. De la même manière, une bourse d'admission en doctorat donc qui se clôture d'ici la fin du mois d'avril. Donc, je suis en train de mettre dans le chat donc, le lien qui vous permettra d'accéder donc à toutes ces informations assez utiles pour toutes les personnes qui s'intéressent à cette nouvelle technologie. Et mesdames, messieurs, donc la parole est libre. Vous pouviez maintenant couper vos micros si vous voulez poser des questions. Et puis, si ça ne vous dérangerait pas, j'aimerais qu'on puisse prendre une petite photo de groupe qui nous permettrait de faire la communication après. Nos spécialistes de prise des photos sont parmi nous. Donc, vous pouvez ouvrir vos caméras si vous ne trouvez pas d'inconvénient à cela, bien évidemment. Il faut qu'on respecte donc le droit à la vie privée aussi. Alors, donc, Junior et Mathieu, j'espère que vous êtes là pour la prise de photos. 5 secondes, on peut y aller. 1, 2, 3, 4 et 5. Eh bien, merci beaucoup. La parole est libre maintenant pour les questions. Madame la professeure Bouchard, il y en est fini. Donc, est-ce que nous avons une première question? Pas encore. Alors, OK. Mademoiselle Akata aimerait intervenir également sur la dématérialisation. Bonjour, oui, je serais ravi de... Oh, pardon. OK. OK, Monsieur Gabriel, allez-y. Monsieur Gabriel, allez-y. Oui, alors, oui, merci beaucoup pour ce panel, merci beaucoup pour tous les intervenants. Et alors, je vous pose, attendez que je mette aussi mon caméra. Il faut venir sur la formation avec moi, non? Oui, alors, oui, merci beaucoup. Alors, je viens juste de rentrer de travail, alors j'ai profité d'écouter votre conférence sur le chemin, c'est vraiment... Et moi, la question par rapport à l'intelligence artificielle et les blockchains, vous avez relativisé ou vous avez coordonné entre le blockchain et l'intelligence artificielle. Je ne sais pas quelle relation ils ont tous les deux. Est-ce qu'aujourd'hui, les blockchains, c'est vrai, il n'est pas en place. Moi, je travaille en droit maritime, je travaille dans l'arbitrage international, l'investissement. On n'a pas encore accès à cette technologie qui vraiment, je pense, nous permettra d'avancer beaucoup plus vite sur beaucoup de questions, surtout les questions de la preuve. Et je ne sais pas si cet outil peut être utile sur ces questions, la question de la preuve, la question et la fiabilité, ça veut dire l'éthique dans l'usage de ce document. De cette technologie. Merci beaucoup. Alors du coup, je ne sais pas si Issifou, tu m'autorises à répondre directement ou c'était filtré là? Bien sûr, Cédric. Donc, écoutez, merci beaucoup, cher Gabriel, pour votre question. Alors, c'est une question qui est un peu générale, c'est-à-dire que quels sont les liens entre la blockchain et l'intelligence artificielle, hein, c'est ça votre question. Alors, d'abord, commencer par dire que ce sont des technologies de rupture, évidemment, technologies qui, ceci étant, bien que ce soit des technologies, finalement, je dirais, sont évidemment totalement différentes intrinsèquement. L'intelligence artificielle, c'est évidemment la capacité de traiter des données à une vitesse exponentielle pour pouvoir aider à la décision ou pouvoir finalement favoriser finalement la collecte et la traduction de ces données. La blockchain, c'est une technologie qui n'a pas cet objectif-là et évidemment un objectif de transactionnel, je dirais, en tout cas d'optimisation de la supply chain. Moi, j'ai travaillé sur des dossiers où les deux étaient mêlés, mais finalement, c'était des dossiers qui n'avaient pas finalement de lien avec le légal. C'est-à-dire que c'était grâce à la blockchain. C'était rarement seulement c'était en tout cas, pas
directement ces deux technologies. Voilà, pour être très franc, il n'y a pas de lien d'interconnexion entre les deux. Alors, je suis désolé, mais c'est pas les humains qui rendent Monsieur Badabaki, pourriez-vous couper votre micro, s'il vous plaît, Monsieur Badabaki? Ça veut dire qu'il n'y avait pas de relation entre... C'est-à-dire la question légale ne s'est pas posée sur les blockchains. Aujourd'hui, ne se pose pas. Et par rapport à l'usage de blockchain en mode, comment je peux dire, en termes de preuve, de droit de preuve et de droit de... On l'a perdu. Ce n'est pas encore posé. Pardon. Non, alors en termes, la preuve en tant que telle n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que la preuve, l'horodatage d'un événement sur une blockchain pour finalement s'assurer de la réalité du dit événement, je dirais, est totalement étrangère à l'intelligence artificielle qui n'a pas du tout, qui ne répond pas à cet objectif-là. Donc, c'est deux technologies qui sont très différentes. Il y en a une où c'est une technologie de confiance, la blockchain, l'autre c'est une technologie d'information. C'est deux technologies qui très sincèrement n'ont rien à voir et je peine à voir les points d'accroche, même si l'avancement des deux technologies va, je dirais, permettre probablement d'augmenter et de résoudre certaines problématiques de preuves, de corruption, de transactions, de vote, de supply chain, je dirais d'accès à l'information. Pour parler de l'intelligence artificielle 2 secondes, aujourd'hui, il est clair et net que l'accès à l'information et l'accès à la jurisprudence, par exemple, grâce à l'intelligence artificielle, pourra permettre de créer des modèles qui ne soient pas forcément prédictifs, mais où finalement on va pouvoir tirer profit de la jurisprudence passée pour augmenter la sécurité juridique et pour aider les professionnels du droit que nous sommes à prendre une décision. Ça, c'est assez clair, mais c'est dans une logique, je dirais, d'aide à la décision, mais c'est totalement étranger, selon moi, aux vertus, je dirais, de la blockchain, qui, pour l'instant, en tout cas, ne voit pas forcément de lien avec l'intelligence artificielle dans ses applicatifs les plus couramment utilisés. Voilà, maintenant, on manque peut-être d'imagination et peut-être que ce que je vous dis maintenant sera obsolète dans 5 ans ou 10 ans, c'est possible et je m'en réjouirai parce que ça montre que le potentiel de la technologie est absolument immense. Mais il est certain qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de guérir plus vite grâce à son adaptation avec la médecine, permet de trouver plus vite des solutions grâce à l'aide de la décision juridiquement, permet d'accélérer certains processus, permet d'avoir un échange parfois presque réel. Personnes qui sont décédées, on peut retranscrire la voix, on peut retranscrire les échanges, on peut aider, je dirais, on peut créer de la robotique pour pouvoir aider les personnes âgées ou malades. On peut effectivement automatiser énormément de métiers, énormément de tâches, mais ça, c'est l'intelligence artificielle. La blockchain ne répond pas à ces enjeux-là. Si, merci beaucoup. Alors, la question de la blockchain, l'électroniquement, aujourd'hui, c'est un moyen de transmission de documents confidentiellement, avec le respect de l'éthique et la confidentialité. Aujourd'hui, on est restreint peut-être à cet usage-là. C'est ça que j'ai compris, plus ou moins. Merci beaucoup et je ne voulais pas vous... Pardonnez-moi, mais je ne voudrais pas que vous gardiez cette image-là de la blockchain. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu la blockchain pour échanger des documents de façon confidentielle. La blockchain, précisément, la transaction est a priori d'ailleurs publique, chacun peut y avoir accès. Ça peut être uniquement le hash éventuellement cryptographique qui peut être public et pas uniquement l'événement, mais la blockchain d'ailleurs est rétive à la confidentialité, à part sur les blockchains privées. Donc la blockchain ne répond pas non plus à une question d'éthique. Il peut y avoir des blockchains qui anticipent cette question, mais ça ne répond pas à son rôle non plus. La blockchain, c'est une technologie qui a de multiples applicatifs et qui permet à nouveau, grâce à une cryptographie et à des nœuds, de faire transiter d'un point A à un point B un jeton. Et ce jeton-là peut encapsuler presque tout et n'importe quoi. Ça peut être un actif, ça peut être un bitcoin, ça peut être de la monnaie, ça peut être... on peut exécuter un contrat grâce à cette transaction. On peut transmettre des parts sociales, transmettre des actions, transmettre de l'argent, transmettre des euros digitalisés, tracer des aides qui pourraient aller vers certains pays ou pour certains gouvernements. Ça peut être des votes, ça peut être... Voilà.
Attention, la blockchain, ce n'est pas d'échanger confidentiellement de façon éthique. Ça n'a rien à voir. Ça peut être des échanges qui se font par mail. On n'a pas besoin de la blockchain pour ça. Merci beaucoup. Merci, vraiment merci. Merci. Alors, il y a pas mal de questions, mais bien avant la question, mademoiselle Akata aimerait intervenir, c'est ça, sur la digitalisation au port. Bonsoir, oui, effectivement. Déjà, merci pour l'intervention de M. Dubé et M. Kwagula. Je voulais revenir juste sur quelques éléments qui ont été évoqués par rapport à la digitalisation au port. Donc déjà, je me présente rapidement. Je suis mademoiselle Akata, je travaille à ACL. Donc, c'est nous qui sommes en gestion du système d'information du port. Et donc, c'était un peu nous qui étions au devant du projet de dématérialisation des opérations et des procédures au niveau du port. Et bon, comme monsieur Kwagula le mentionnait, disons que le projet de dématérialisation a été lancé depuis l'année dernière sous couvert de l'impératif de surveiller, enfin de contrôler en tout cas, ou de s'assurer qu'au niveau du port, il y avait une meilleure gestion de la crise sanitaire. Mais derrière, les enjeux sont beaucoup plus importants puisque, comme monsieur l'évoquait, il y a de gros problèmes de facturation au niveau du port. Juste à titre d'exemple, on observe depuis l'année dernière une croissance de 6%, mais au niveau des fonds, enfin, où sont passés ces fonds? Donc, véritablement, la dématérialisation vient avec l'idée que cette fois, il y aura une transparence, un meilleur contrôle des fonds, une meilleure gestion de tout cet argent qui disparaît, entre guillemets, au niveau du port. Après, bon, est-ce qu'actuellement, on n'a pas la possibilité de facturer, enfin, d'avoir des factures de manière dématérialisée au port? Je ne crois pas, puisque notre système d'information permet à l'heure actuelle de pouvoir avoir une facture sur le système. Le problème, c'est que derrière, je prends un exemple, on va avoir une opération, une facture qui ne correspond pas à cette opération. Donc, derrière, on a tout le temps des demandes de suppression de factures qui sont beaucoup trop, enfin, qui sont déjà en nombre conséquent, qui sont difficiles à gérer parce que à l'heure actuelle, on n'est pas, faut le dire, on n'est pas au point d'un point de vue global de l'informatisation. Donc, vraiment, il y a ce gros problème des fonds. Donc, où est-ce que partent tous les fonds? Et d'où l'importance vraiment de ce projet de dématérialisation qui, c'est vrai, a été lancé depuis le 4 mars, mais qui n'est pas encore effectif au port. Donc, c'est vrai qu'actuellement, on est encore dans le processus manuel, il y a encore beaucoup de papier, mais on va vers vraiment cette dématérialisation-là qui vient avec des instructions qui viennent qui viennent d'en haut, quoi. Donc, on espère que dans le fil de ce projet, on va arriver à gérer beaucoup mieux les manques à gagner au niveau du port. Donc, voilà, c'était un peu quelques précisions que je voulais apporter au développement qui avait été fait. Merci beaucoup pour ces précisions utiles. Monsieur Samuel aimerait savoir que, comme disait Monsieur Nkaoula, que la digitalisation du port autonome de Lomé n'est pas encore effective. Comment envisager finalement sa finition? Comment est-ce qu'on peut aller finalement vers cette digitalisation? Quels sont les procédés et quelles sont les conséquences pour les professionnels? Je me permets... Pardon. OK. Madame Lakata voulait répondre. Bon, comme j'ai la parole, permettez que je la garde. Merci beaucoup à Mademoiselle Akata pour la contribution. Vous avez dit des choses que je ne voulais pas dire. Merci beaucoup. Et merci à mon ami Samuel Ems pour sa question. Comme la dame l'a relevé, vous savez, la problématique, elle est la même dans toute réforme, chez nous. C'est
la bonne volonté des utilisateurs. La plateforme, elle est là. Depuis l'année dernière, j'ai suivi. C'est très appréciable et très affiné le programme qui a été offert au port autonome de Lomé. Mais derrière, je souriais quand Mme Akata parlait parce que aujourd'hui, je suis commissionnaire de transport. Je demande constamment des factures. Je vous dis, est-ce que les utilisateurs ont la réelle volonté de parvenir à une dématérialisation complète? La réponse, vous la connaissez. Parce que ça constitue malheureusement un manque à gagner. La corruption fait que les gens ne veulent véritablement pas que ça change. Et donc, il faut non seulement faire en sorte, continuer par le travail de pédagogie au niveau des petits utilisateurs, mais je crois que le problème se situe à un autre niveau. Il faut que la volonté émane des décisionnaires eux-mêmes. Quand la décision est prise, on acquiert un système à grands frais. On sollicite les meilleurs techniciens, mais que derrière, les responsables eux-mêmes ne se sentent pas impliqués, contribuent à torpiller, mais ça ne marchera pas. Et donc, Samuel, on se comprend, nous l'avons vu quand on était à Maïsk. Vous avez beau faire, quand les gens ne veulent pas que ça ne marche pas, ça ne marchera pas, quelle que soit la fiabilité du système. Donc, pour répondre à votre question, eh bien, il faut continuer la pédagogie et non seulement au niveau des utilisateurs, mais au niveau des décisionnaires. Faire en sorte que les gens prennent conscience que c'est un bien pour l'entreprise et qu'ils ne peuvent pas rester en marge de cette marche-là. Voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. Si vous permettez que je réagisse un peu. Oui, oui, monsieur Samia, allez-y. J'ai posé la question à dessein. Bonsoir, je m'appelle Samuel Ems et je suis actuellement responsable qualité à LCT. Cyril fut mon collègue quand nous étions ensemble à Metz. C'est vrai ce que nous disons. La dématérialisation est un processus qui obligerait toutes les sociétés à pouvoir aller dans ce qui est correct, dans ce qui est fiable, ce qui est efficient. Maintenant, comme il le dit, il faut de la volonté. La volonté politique étant déjà là, il faut maintenant la volonté économique et financière. Il faudrait obliger les sociétés et faire en sorte que les sociétés puissent se plier aux règles. C'est-à-dire que, je prends un exemple tout banal. Avant, nous avions, si nous voulions voyager, Air France, on se prenait les billets cartonnés et tout ça, et on n'avait pas cette possibilité qu'on a aujourd'hui de pouvoir aller même sur le site de Air France et pouvoir tirer son billet ou pouvoir voir son... Alors, c'est un processus. Comme tu l'as dit, Cyril, ça se résume aujourd'hui à une file d'attente, à enlever la file d'attente. Mais qu'est-ce qu'il y a après la file d'attente? C'est ça qu'il faudrait qu'on réalise. On doit... On ne vous entend plus, monsieur Samuel. Je suppose qu'il y a des suppressions du papier. Allô, monsieur Samuel. Allô, monsieur Samuel, vous êtes là, on ne vous entend plus. Se réduit en termes effectifs. Mais l'autre côté de la chose, c'est que vous avez des résultats, vous avez quelque chose. Alors, c'est qu'il faut à un moment donné vraiment se dire qu'il faut que nous y allons. Et c'est la tête du pays. C'est les revenus que cela engrange et qui sont perdus que nous devons véritablement balancer pour savoir que nous avons besoin d'aller à cette digitalisation pour tout le pays, pour avoir de la valeur et puis pour gagner. Donc, c'est vrai, c'est un problème que nous avons. Madame Akata, vous avez très bien dit qu'il y a du flux qui s'en va.
Monsieur Agban, je ne sais pas si je peux me permettre, le temps, comme on a perdu Oui, Monsieur Samuel, de faire un commentaire. Oui, pourquoi pas. Parce que Monsieur Samuel et Monsieur Nkaoula faisaient référence. Bon, Monsieur Nkaoula, on demande des factures. Monsieur Samuel nous dit la dématérialisation obligerait les sociétés à se plier aux règles. Moi, je voudrais parler des contrats intelligents. Tout à l'heure, mon collègue, Maître Dubuc, a traité là, de l'importance de la blockchain en matière de transfert de données. Il y a un autre élément, un autre apport de la blockchain qui est extrêmement important, la question des contrats intelligents. Lorsqu'on parle de contrats intelligents, c'est l'exécution des conventions. Donc, ce sont des applications qui facilitent l'exécution des conventions. Donc, je pense que versus ce que notre collègue là, qu'on vient de perdre nous mentionnait tout à l'heure, obliger les sociétés à se plier aux règles. Évidemment, ça prend une volonté de l'État, j'en suis tout à fait consciente, mais les contrats intelligents seraient évidemment des applications qui assurent l'exécution automatique de ces conventions, de la facturation. Donc, c'est extrêmement intéressant à ce niveau-là. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une question, il y a deux questions, je vais dire. Maître Régine d'Almeida aimerait savoir quel est l'intérêt de la blockchain pour un avocat. L'intérêt de la blockchain pour un avocat. Peut-être Maître Cédric. Alors, l'intérêt de la blockchain pour un avocat, c'est une question excessivement intéressante. Ça va être compliqué d'y répondre de façon très courte, mais d'abord, le premier intérêt, c'est d'abord de comprendre la technologie parce qu'il n'y a pas de droit de la blockchain, comme il n'y a pas de droit de l'Internet. Finalement, c'est une technologie qui va irriguer tout un tas d'entreprises, tout un tas d'usages. Et donc, l'important, c'est déjà de connaître techniquement qu'est-ce que la blockchain, quels sont les cas d'usage pour pouvoir ne pas être d'abord désarçonné lorsqu'on a une entreprise qui viendra nous voir de façon, je dirais, dans une logique défensive. Ensuite, dans une logique offensive, pourquoi c'est intéressant? Déjà pour savoir comment ne pas être remplacé ou pour comment finalement utiliser à bon escient cette technologie qui a quand même vocation de prime abord à désintermédier les processus, y compris le processus juridique. Donc, qui dit désintermédier, dit potentiellement se priver de l'avocat. Donc, la question finalement de la blockchain et de l'avocat, c'est la question de la plus-value d'une technologie, la plus-value du conseil. Ensuite, quel est l'intérêt de la blockchain pour les avocats? Effectivement, ça a plusieurs intérêts. D'abord, de façon contractuelle, ça pose la question de savoir jusqu'où on peut mathématiser finalement des clauses et jusqu'où on peut faire fusionner le droit et les mathématiques et jusqu'où on peut coder des contrats pour les exécuter ou les pré-exécuter ou préparer leur exécution automatique et préparer finalement une bonne exécution. Donc, c'est assez intéressant finalement, la blockchain et le droit, c'est la fusion entre les mots et les mathématiques pour savoir jusqu'où on peut aller dans la codification d'un règle de droit. C'est également quelle est la réglementation en l'État pour organiser les levées de fonds pour les entreprises. Une entreprise veut lever des fonds, veut émettre des jetons, où est-ce qu'elle peut le faire, où est-ce qu'elle a intérêt à le faire, dans quel État, quelle est la réglementation, comment obtenir un visa de l'AMF en France, de la FINMA en Suisse, du régulateur, je dirais, peu importe, en fonction de la localisation, quel est le régulateur pour lever des fonds. Ensuite, c'est évidemment, ça fait appel à une connaissance financière assez précise pour justement ne pas tomber dans des réglementations type prospectus, d'appel public à l'épargne notamment, ou de certaines réglementations qui sont finalement assez dangereuses, ou en tout cas, si on est soumis à l'éligibilité de la loi prospectus, ça impose beaucoup de conditions. Donc voilà, la blockchain et l'avocat, c'est un thème intéressant. La blockchain, voilà, pour résumer, la blockchain dans une vision de conseil, c'est la connaissance d'une technologie pour comprendre les dossiers. Ensuite, c'est la connaissance de la technologie pour faire émerger des procédés contractuels, des procédés financiers. Et ensuite, c'est évidemment pour pouvoir avoir un rôle, à mon avis, comme oracle de tiers de confiance et d'être finalement proactif dans ces processus finalement technologiques où un tiers de confiance a toujours vocation à jouer un rôle, ne fût-ce que pour savoir quand est-ce que l'opération se fait ou ne se fait pas. On aura besoin de tiers de confiance qui vont justement jouer ce rôle d'oracle ou même ce rôle d'arbitre. Et la justice va pouvoir parfois être un maillon de la chaîne dans ces contrats intelligents justement dont on va en tête tout à l'heure.
Merci beaucoup, Ahmed Cédric, pour la clarté de cette réponse. Madame la professeure Haïfa Beloua aimerait savoir, est-ce qu'il y a un lien entre la blockchain et la propriété intellectuelle? Peut-être que par respect du principe par la ligne des formes, on va laisser Madame la professeure Charlène Bouchard y répondre. Oui, tout à fait. La blockchain, j'en ai parlé en introduction, c'est une technologie qui aura un impact important en matière de propriété intellectuelle. Donc, de façon générale, qui va transformer la culture. On en parle beaucoup, évidemment, de la culture actuellement, puisque la culture dans nos pays, ça a été extrêmement difficile avec la COVID. C'est extrêmement difficile. C'est une des industries qui est la plus affectée par la culture. Et on discute actuellement beaucoup de l'importance de la chaîne de blocs pour permettre à la culture de se relever de l'impact de la pandémie. Donc, comment la chaîne de blocs peut transformer ou avoir un certain impact en matière de propriété intellectuelle? Eh bien, on doit revenir encore aux usages de la blockchain. Vous savez, moi, que lorsque je présente la chaîne de blocs, j'ai un peu fait une typologie, je dirais, en 3 parties des usages de la blockchain. Tout d'abord, comme Maître Dubuc, évidemment, l'a mentionné, la chaîne de blocs permet le transfert de données là, de façon générale. La chaîne de blocs, deuxièmement, assure la conservation de données. Donc, la chaîne de blocs, c'est le registre, je dirais, du futur par excellence. Donc, qui parle de registre, et je vais entrer tout de suite sur le terrain de la chaîne de blocs, eh bien, vous le savez, en matière de propriété intellectuelle, il y a des différences entre les systèmes juridiques ici, mais je vais parler un peu de la situation canadienne, bien que quand même en matière de propriété intellectuelle, il y a quand même beaucoup d'harmonisation à l'international en raison des conventions internationale, eh bien, la chaîne de blocs pourrait constituer les registres du futur en matière de propriété intellectuelle. Donc, il y a beaucoup de littérature actuellement qui porte sur ces questions. Donc, voilà pour la conservation des données. Et on parle beaucoup, on n'aura peut-être pas le temps d'entrer, mais si ça vous intéresse d'entrer sur ce sujet, mon collègue, Maître Dubuc, a traité de façon générale du transfert de données. Eh bien, on parle, je vais reprendre son expression, encapsuler les droits. Eh bien, tout ce qu'on traite de la tokenisation, la tokenisation des données, donc en matière de culture, c'est une avenue qui est extrêmement intéressante. Donc, si vous suivez un petit peu l'actualité mondiale, il y a des œuvres d'art qui se sont vendues récemment là, aux États-Unis, divisées en milliers de parcelles. Donc, par le biais de l'encapsulage de droits, là, des droits de propriété intellectuelle. Voilà, donc ce sont des exemples là, de l'intérêt de la chaîne de blocs en matière de propriété intellectuelle. Merci beaucoup, Madame la professeure. Il y a un intervenant qui aimerait savoir qu'en est-il de la reconnaissance de la preuve issue de la technologie de la blockchain et souvent, comment est-ce que cette preuve peut se faire devant les juridictions togolaises? Alors aujourd'hui, il y a finalement la preuve est libre. Hein, donc aujourd'hui, on n'a pas encore de véritable jurisprudence qui, en tout cas de ma connaissance, sauf à ce que ça a été rendu il y a quelques jours, mais qui véritablement, comment dire, démontre, enfin, caractérise que la blockchain est une preuve, la reine des preuves, entre guillemets. Bon, en droit commercial, c'est évidemment, la preuve se rapporte par tout moyen, donc la blockchain est un des moyens de rapporter la preuve. En droit civil, on le sait, bon, bah, il y a un besoin d'écrit pour les transactions au-delà de 1 500 €, mais je pense qu'on va voir arriver. Alors aujourd'hui, il faut quand même être assez clair, hein,
l'usage, entre guillemets, de faire horodater une preuve sur la blockchain pour s'en prévaloir en justice, c'est un usage qui n'est pas encore très courant, il faut quand même l'admettre. Il y a des applications, je pense à l'application Kairos, pour autant, quand même assez intéressante, où ce sont des huissiers qui en fait permettent en fait à n'importe qui de télécharger l'application et de faire soi-même les photos qui sont constatées par un huissier qui lui-même ancre finalement son constat de façon sur une blockchain. Donc ça réduit les coûts, ça accélère le processus et c'est assez intéressant. Donc voilà, je pense que ça va arriver. Il n'y a pas de définition légale. La preuve, à mon avis, est un des domaines où le législateur pourrait, à mon avis, utilement légiférer de façon forte, entre guillemets. Je pense que la blockchain peut se satisfaire d'une soft law, à mon avis, dans la plupart des cas, mais je pense que la preuve, en revanche, peut être, à mon avis, ordonnancée dans un régime juridique de façon assez simple, en expliquant qu'une preuve sur la blockchain est une preuve non seulement valable, mais qui, effectivement, a un degré d'authentification assez fort. Merci beaucoup. Cédric, il y a une question. Donc, l'intéressé aimerait savoir s'il y a un embryon de convention internationale relative à la blockchain. Peut-être Cédric ou la professeure Sharon Bouchard. Votre micro, Maître Dubuc, je ne sais pas si… Pardon, excusez-moi. Donc, il n'y a pas encore de réglementation européenne. Alors, il y a des directives, notamment sur l'aspect financier, sur la réglementation prospectus, qui sont en train d'irriguer les droits nationaux, mais il n'y a pas encore de réglementation internationale sur la blockchain. Il y a des travaux européens auxquels nous, on a participé, en tout cas en Europe. En Afrique, je ne pense pas qu'il y ait encore de projets d'actes uniformes, notamment en droit WADA, sur la blockchain. Mais bon, c'est peut-être l'occasion de stimuler ou de susciter ce projet-là. En tout cas, moi, je pense qu'il ne faut pas forcément, à mon avis, je pense que les juristes ont une tentation première qui est de le légiférer. Je ne suis pas certain qu'il faille légiférer sur la blockchain. Moi, je pense qu'il faut laisser libre cours à l'organisation de cette technologie, de voir comment elle peut s'inscrire. Effectivement, pour les consommateurs de jetons, pour l'émission en tout cas de jetons à travers des ICO, là, il y a une réglementation qui est une réglementation traditionnelle, en fait, parce que la question, c'est quels sont ces jetons? Est-ce que ce sont des jetons qui finalement font naître un droit pour avoir comme contrepartie un service qui naîtra a posteriori? Est-ce que ce jeton-là a un droit qui pourrait s'apparenter à un droit financier? Dans ce cas-là, on achète finalement un titre financier. Et si on est sollicité en tant qu'épargnant, eh bien, on doit respecter une réglementation dite prospectus qui doit finalement, enfin, en termes de laquelle l'entreprise doit informer correctement pardonnez-moi, les émetteurs. Donc voilà, il y a des réglementations qui sont assez claires sur les ICO, les STO. Alors, sauf erreur, en Afrique, il n'y a pas encore de grosses réglementations sur ces levées de fonds. Pour autant, il y a des projets, notamment au sud de la zone WADA, notamment en Afrique du Sud, au Rwanda, il y a beaucoup de projets, c'est assez stimulant. Mais bon, aujourd'hui, je pense qu'il faut faire attention, je crois, aux réglementations qui s'avèrent souvent décevantes et qui finalement parfois créent plus de problèmes qu'autre chose. Après, il est certain que, là, en revanche, la réglementation sur la réception des fonds, sur le fait de s'assurer que les fonds ne proviennent pas d'une origine douteuse et ne sont pas liés au blanchiment, ça, c'est des réglementations qui existent aujourd'hui. Donc, il y a une réglementation liée à l'appel public à l'épargne qui existe pour protéger les investisseurs. Il y a des réglementations qui sont liées à l'appel public, à la transparence financière pour lutter contre le blanchiment de capitaux, qui sont des réglementations qui s'appliquent aujourd'hui de façon efficiente. Et il y a des réglementations en termes de droit commun sur les contrats, sur les obligations financières, sur les obligations convertibles. Je pense que de dire, par exemple, en revanche, qu'on peut faire circuler les titres financiers sur une blockchain, ça peut être intéressant. De dire qu'on peut utiliser la blockchain comme preuve en matière civile ou commerciale, ça peut être intéressant. Après, aller au-delà, à titre personnel, je suis peu enclin, sauf pour créer finalement une législation qui soit vecteur de dynamisme économique
et qui pourrait finalement attirer les beaux projets. On voit que les plus beaux projets en matière d'ICO ou de blockchain attendent finalement d'un pays de la stabilité, y compris politique, attendent de la sécurité juridique et attendent d'avoir un cadre qui soit un cadre très favorable en matière d'investissement et également en matière de régulation. Voilà. Merci beaucoup, Cédric. Il y a certaines mains levées, mais avant de leur donner la parole, il y a une question qui est directement adressée à Mme la professeure Charlène Bouchard. Monsieur Papa Adamandou aimerait savoir si Mme la professeure Bouchard pourrait-elle donner un exemple concret de l'exécution automatique dans un smart contract. Et ensuite, il aimerait savoir comment est-ce que les smart contracts peuvent permettre la lutte contre la corruption. On va donner un exemple, de smart contract. Écoutez, ce qu'on donne, je pense que les meilleurs exemples et ce qu'on retrouve beaucoup dans l'actualité, c'est dans le domaine de l'assurance. Et je pense que tout à l'heure, Maître Dubuc en a glissé justement quelques mots là, dans sa présentation. Donc, dans le cadre simplement d'un contrat d'assurance, je ne sais pas moi, une assurance récolte, par exemple, après 30 jours, et là, je réfléchis là, pendant que vous posez la question, après 30 jours sans averse, par exemple, pour les récoltes, eh bien, il pourrait y avoir versement, ou 60 jours, il pourrait y avoir versement automatique d'une indemnité. Donc, on retrouve beaucoup là, ce genre de clauses dans le domaine de l'assurance. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine des droits d'auteur, dans le cadre des contrats d'édition. Donc, on exécutait, on avait des contrats d'édition qui avaient été codés sur chaîne de blocs et il y avait des délais automatiques, la remise des redevances qui étaient effectuées automatiquement par smart contract. Donc, voilà pour vous donner des exemples. Merci beaucoup. 3 mains levées, M. Emmanuel Namessi, Mlle Kathleen et M. Agabou. On va commencer d'abord par M. Namessi. Namessi qui est juriste au ministère de l'économie numérique du Togo. Vous avez la parole, M. Namessi. Vous pouvez retirer votre micro et puis voilà. OK, merci beaucoup. Merci Sifou Abam de m'associer à cet échange fructueux. Et comme vous l'avez dit, je suis juriste recruté par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, mais je travaille pour le compte du ministère de l'économie numérique. Justement, sur la question de la dématérialisation, moi, j'ai une inquiétude. Et là, je l'adresse au maître Cédric. Mon inquiétude, c'est que est-ce que cette question de blockchain viendra révolutionner la réglementation existante dans le domaine des transactions électroniques au Togo, par exemple, où il est question d'être un peu regardant sur les règles d'authentification des transactions électroniques. Et je peux vous dire sur cette question que l'autorité de régulation est l'autorité qui est en charge de la certification, par exemple, des signatures électroniques. Alors, est-ce que cette blockchain-là, l'arrivée de cette blockchain-là, remettrait en cause cette réglementation qui existe dans le domaine, surtout la réglementation sur l'authentification des transactions électroniques? Merci beaucoup, cher Emmanuel, pour votre question très pertinente. Alors, en fait, la blockchain en soi n'est pas du tout... il faut distinguer la blockchain et l'authentification, ce qu'on appelle le KYC, donc Know Your Customer. Donc la réglementation qui est en amont, qui peut être certifiée que c'est Emmanuel Namessi qui aujourd'hui s'est connecté parce qu'il a mis sa carte d'identité et il peut investir dans la société de M. Issifou Agbam parce que c'est une des entreprises les plus prolifiques du Togo et parce qu'il met à disposition 10% des parts qui peuvent être émis par augmentation. Donc, en soi, nous, en tout cas, notre façon de travailler à nous avec les États, que ce soit, je peux en parler même si c'est confidentiel, mais l'État de Monaco ou la France, des institutions, c'est d'offrir finalement des propositions soit de réglementation lorsqu'il y en a besoin, soit de solutions tout comprises, entre guillemets, pour permettre justement cette mise en relation entre les investisseurs et les actionnaires pour justement
électriser l'économie nationale, faire du pays un hub technologique sans précédent et créer des solutions qui soient finalisées de A à Z, où la blockchain a un rôle, mais finalement, c'est un rôle sans... Finalement, c'est un peu comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, c'est-à-dire que les gens ne savent pas forcément que c'est de la blockchain, mais en revanche, il y a une certification en droit de propriété. On utilise la technologie dans ce qu'elle a de meilleur, mais on n'affole pas non plus les gens avec cette technologie-là. Donc, votre question, c'est quel est le lien entre l'authentification et la blockchain? Il n'y en a pas. En réalité, la blockchain est un processus de désintermédiation pour les transactions et l'authentification se fait en amont pour s'assurer que la personne est bien finalement propriétaire de la clé publique et de la clé privée, qu'il connecte à son compte et dans son compte. Et sur ce compte-là, on y transfère un peu ce qu'on veut, des actifs, des titres, des cryptoactifs, de la monnaie. Bon. Donc voilà, pour répondre à votre question, ça dépend des KYC qui sont mis en place, mais ces KYC-là, en général, sont très sérieux et sont en parfaite adéquation avec la réglementation. Merci beaucoup. Mademoiselle Kathleen Yeno, vous pouvez poser directement votre question si vous êtes là. Bonjour, je suis là. Parfait. Je voudrais vous remercier déjà du webinaire et des intervenants. Je me présente, je suis Kathleen Yeno Rekanga. Je suis gabonaise, doctorante en droit international et transport et commissaire de transport aussi. J'ai obtenu la capacité il y a à peu près 2 ou 3 ans. Donc, moi, en fait, j'ai une question, mais je suis un peu dubitative par rapport à ce qui a été dit sur la dématérialisation des ports et aussi sur la corruption et tout ce qui s'ensuit. En fait, j'ai l'impression qu'il a été dépeint, en fait, une atmosphère un peu mafieuse, en fait, en Afrique en général. Et je ne sais pas, mais en fait, j'ai participé à un webinaire dernièrement sur une chaîne africaine. J'ai participé à un webinaire et dans ce webinaire-là, on parlait en fait, du Port Community System. Je ne sais pas si c'est en rapport avec le blockchain, est-ce que je confonds, mais il parlait du Port Community System, donc de la digitalisation des ports africains. D'après ce que j'ai pu entendre, le Togo est l'un des pays en fait, qui a le PCS. Il y a à peu près 19 pays africains, dans le Cameroun et tout. Et donc, il y a ce PCS-là. Et il y a juste 2 pays, en fait, en Afrique, dont le Kinshasa et la Guinée, qui ont LCS, donc qui comprend en fait tout le transport multimodal. Donc, du coup, je me disais, d'après ce que j'ai compris, selon les chiffres avec le PCS, donc là, je m'adresse directement à M. Kaoula. En fait, d'après ce que j'ai compris avec le PCS, c'est qu'il y avait beaucoup plus de traçabilité des coûts et des recettes, et il y avait moins de files d'attente, et surtout, en fait, plus de gains, en fait, comment dire ça, les États, en tout cas le port autonome, par exemple, de Lomé, a remarqué, en fait, un gain, en fait, sur ces recettes de 30 à 40% selon les pays africains. Donc, du coup, je me dis, finalement, si avec le PCS, on y est arrivé, bon, c'est vrai que le PCS, en fait, sont beaucoup... ce sont, en fait, les entreprises occidentales, en qui sauf le Sénégal, qui a son propre PCS, mais je me dis, mais si en fait on y est arrivé, 19 pays sur 50 et quelques, y est arrivé à une digitalisation même ne fût-ce qu'élémentaire, peut-être en fait que le blockchain en fait ne sera pas aussi corrompu que ça, ou bien comment dire ça, il n'y aura pas une atmosphère, je veux dire, de corruption et tout, et que finalement ça devait y passer, je ne sais pas. Donc voilà. Je vais juste me permettre d'ajouter un mot, puis c'était la question, j'ai oublié de répondre à la deuxième partie de la question de l'intervenant précédent, je m'excuse, mais simplement, c'est que la blockchain, parce que monsieur me posait la question, comment la blockchain va faire diminuer la corruption ou contrecarrer la corruption, bien la blockchain, il faut revenir à ses caractéristiques.
Donc, les caractéristiques que j'ai mentionnées au début, que Maître Dubuc a réitérées. Donc, la blockchain, elle ajoute de la transparence, elle assure de la traçabilité. Donc, c'est pas une technologie qui est parfaite parce qu'aucune technologie, évidemment, n'est parfaite. Donc, cet après-midi, ça, c'est un élément, évidemment, qui est important, mais c'est une technologie qui a des caractéristiques qui sont intéressantes en termes de transparence, j'y reviens, et c'est en ce sens où il peut s'agir, évidemment, d'une valeur ajoutée lorsqu'il s'agit de combattre la corruption. Voilà. Excusez-moi, Madame Bouchard. Oui. C'est moi qui ai posé la question. Oui, c'est vous qui l'avez posé. Est-ce qu'il y a d'autres avantages et bénéfices, à part la corruption, en général pour les contrats de vente internationaux? Écoutez, je reviens encore aux caractéristiques de la blockchain. On parle, je sais pas, parlons de la protection des données personnelles. On n'en a pas parlé beaucoup depuis le début, mais la blockchain, là encore, elle n'est pas parfaite, mais elle permet la protection des données personnelles. Comment? Par le caractère distribué du réseau. Donc, c'est ce que j'ai mentionné au début. Si on revient encore aux contrats intelligents, la question des contrats intelligents ou des applications, j'aime pas ce terme-là parce que c'est pas un contrat, là, ces applications qui permettent d'exécuter des clauses d'une convention. Quand on regarde évidemment tous les avantages de ces applications, eh bien, en assurant évidemment une meilleure exécution de la convention, plus de transparence, on respecte évidemment les termes, on respecte mieux les termes du contrat. Enfin, il y en a toute une liste, là, je pourrais vous les lister et de façon générale, ça assure un meilleur accès à la justice, je dirais, les contrats intelligents. Je vous invite, il y a beaucoup de littérature, évidemment, là-dessus, en anglais, mais aussi en français. À Québec, on a fait un colloque en février l'année dernière, juste un peu avant la pandémie, comment la chaîne de blocs va transformer le droit. Et à l'intérieur, si ça vous intéresse, il y avait un texte qui portait là, sur les contrats intelligents, mais je pense à des collègues français là, qui ont beaucoup publié là-dessus. Il y a beaucoup de littérature là, où vous allez retrouver là, les caractéristiques de la chaîne de blocs appliquées aux conventions. Mais de façon générale, comment dire, la rigidité du code, parce que la rigidité du code a des désavantages. Je ne suis pas en train de vous dire que demain matin, tous les contrats vont être, on va les traduire en langage informatique et ce sera parfait. Il faut comprendre évidemment que toutes les clauses ne peuvent pas être traduites en langage informatique. Moi, je suis plutôt particulièrement en droit de l'entreprise, en droit des sociétés, pour des contrats hybrides. Certaines clauses ont avantage à être traduites en langage informatique pour les raisons évidemment qu'on a mentionnées. Il y a un excellent ouvrage, j'ai participé à un colloque en France juste aussi avant la pandémie. Je pense que c'est Blockchain et droit des sociétés. C'est un colloque qui a été organisé par Véronique Magnier et Patrick Barban. Vous allez retrouver, là, ils ont une monographie, là, vous allez retrouver beaucoup de littérature sur ces questions. Mais écoutez, il y en a quand même beaucoup. Là. Merci beaucoup pour les sources, surtout, professeur. C'est un plaisir. Alors, oui, Cyril. Oui, Madame Rekenga avait une préoccupation. C'est vrai que le Togo est l'un des pays de la zone subsaharienne à avoir atteint un certain niveau de digitalisation, dématérialisation aujourd'hui. Mais ce que nous déplorons, c'est que le rapport investissement-attente et résultats obtenus est déséquilibré en défaveur des investissements. Le résultat devrait être meilleur aujourd'hui. Il n'est pas simplement parce que comme nous le déplorions, les mentalités, aussi bien au niveau de l'exécutant qu'au niveau des cadres, n'est pas favorable à une mise en œuvre
au rythme escompté par le politique. Voilà un peu ce que nous sommes en train de déplorer. C'est vrai, c'est à encourager, on a atteint un certain niveau. Aujourd'hui, on voit tout de suite le gain. C'est un manque à gagner qu'on a récupéré, mais on pouvait mieux faire. On pouvait mieux faire. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Merci. Je pense qu'on va clôturer le webinaire. Hein. On est arrivé à terme là. Je vais d'abord vous remercier pour votre disponibilité, hein, les trois intervenants, hein, pour cette belle communication. Et puis, je pense que je vais redonner la parole à la modératrice pour des propos conclusifs avant de libérer tout le monde. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Tout d'abord, je remercie nos conférenciers. Ça a été vraiment un plaisir, évidemment, de vous entendre. J'ai pris des notes. C'est toujours intéressant d'avoir des regards différents sur un sujet. Vous savez, quelquefois, quand on a le nez trop immergé dans un secteur, on oublie des dimensions. Donc, j'ai pris des notes et j'ai beaucoup apprécié vos présentations. Pour ce qui est des participants, je vous invite à vous intéresser à la chaîne de blocs. Donc, je le réitère, ce n'est pas une technologie qui est parfaite, mais c'est une technologie donc, qui est en émergence, qui va beaucoup s'améliorer. Je le pense. Nous, à l'université et dans d'autres facultés, il y a beaucoup de recherches qui se fait de façon multidisciplinaire. Et moi, je suis convaincue que cette technologie et d'autres, on a parlé de l'intelligence artificielle tout à l'heure, les données massives, donc, vont transformer le droit et je ne sais trop quel est l'âge de nos participants, mais enfin, peu importe, les jeunes, je dis ça souvent à mes étudiants, lorsque vous allez pratiquer, vous aurez évidemment à faire des contrats intelligents ou à travailler dans ces domaines, à conseiller évidemment vos clients dans le cadre des transactions là, qui impliquent des notions des jetons. Et puis on le voit avec l'essor du Bitcoin, la montée du Bitcoin au cours des dernières semaines. Les gens regardent de plus près, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend par ces crypto-monnaies? Et il y a bien autre chose, évidemment, que ces crypto-monnaies. Donc, merci et bonne chance dans votre projet de port de blockchain. Je vais surveiller, évidemment, le tout. Je vais jeter un regard. J'ai des étudiants africains et je suis convaincue que c'est un potentiel extraordinaire, la chaîne de blocs pour l'Afrique. Voilà, merci beaucoup aux organisateurs. Merci beaucoup. Oui, Maître Cédric. Non, mais je voulais très simplement vous remercier. J'ai eu plaisir à échanger avec vous et je vois que l'association togolaise est toujours aussi dynamique. Voilà, donc je vous félicite pour cet intérêt et l'organisation de cette conférence. Que j'ai eu plaisir, même si on ne se voit pas physiquement, c'est toujours des moments quand même de convivialité et de distraction pascalienne. Voilà, donc merci à tous. Monsieur Cyril. Merci, cher. Merci encore une fois à l'Association togolaise de droit maritime qui m'a fait la faveur de pouvoir participer à ce webinaire aux côtés du professeur Charlène Bouchard et de Maître Cédric Dubuc. Je remercie tous les participants. J'espère qu'on se reverra. Mais pour terminer, je dirais que la blockchain est une véritable chance pour l'Afrique. C'est vrai, nous l'avons longuement abordé sur le côté juridique, sur le côté des affaires, mais je crois que même sur le côté politique, si demain l'Afrique veut sortir du cycle élection-contestation, il faut en venir à la blockchain. Merci d'avoir introduit cette thématique qui était nouvelle pour la plupart d'entre nous. J'espère qu'on en reparlera. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Bye bye. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Excusez-moi, monsieur.